La décision est actée. Désormais, vous serez taxé sur la plus-value lors de la revente de votre résidence principale. Je vous en avais parlé pendant l'été, dans ma masterclass sur 10 manières de gagner de l'argent avec l'immobilier. J'avais traité le sujet particulier de acheter et revendre sa résidence principale, donc son lieu de vie, potentiellement après avoir fait des travaux d'amélioration, d'embellissement, pourquoi pas énergétique, mais ça peut être d'autres choses. Jusqu'à présent, quand vous faisiez ce genre d'opération-là, et dès lors que c'était bien votre résidence principale, vous étiez totalement exonéré d'impôt sur la plus-value. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'était votre lieu de vie, parce que quelque part, il y a eu des droits de mutation, des frais de notaire à l'achat, il y en aura d'autres au moment de l'achat par celui qui va vous l'acheter. Et donc, l'idée, c'était de laisser ça de côté. Et c'est vrai que c'était une niche, on peut appeler ça comme ça, vraiment intéressante, pour des investisseurs qui démarrent parce que c'était une des rares, peut-être la seule manière en France d'arriver à accumuler un minimum de patrimoine finalement dans un temps raisonnable et avec un niveau de risque acceptable. Par contre, il fallait se retrousser les manches sévèrement parce que pour arriver à faire ce genre de plus-value-là, en général, il fallait faire énormément de travaux et les faire soi-même. Parce que si vous le confiez à des entreprises, généralement, en gros, votre plus-value disparaissait. Et donc ce système était plutôt sympa. Mais bon, voilà. Il se trouve que dans la situation actuelle de notre pays et dans la volonté de taxer toujours plus, eh ben, hop, cette niche, on peut appeler ça comme ça, ou cette facilité a disparu. Donc je vous en avais parlé cet été, aujourd'hui c'est acté. Pourquoi? Parce que donc ça avait déjà été proposé pour le projet de loi de finances 2025, donc il y a un an, sauf que entre-temps, comme il y avait eu des problématiques de dissolution, etc., ça avait été très compliqué sur le budget fin 2024 pour le budget 2025, donc ça a été passé à la trappe. C'est revenu, comme on pouvait s'y attendre, et cette fois-ci, ça a été bien voté. Alors, j'ai cru entendre que du côté de l'exécutif et des ministères, ils n'étaient pas favorables à cette nouvelle disposition. Maintenant, le Parlement a voté. Donc ce sera forcément dans les amendements du projet de loi de finances 2026. Est-ce qu'ils vont finir par le faire sauter ou pas? On n'en sait rien. Mais quoi qu'il arrive, j'attire vraiment votre attention sur le fait qu'on le pressentait l'année d'avant. J'en ai parlé cet été. Cette fois-ci, ça a été voté, donc ça va jusqu'au stade où ça a été voté en assemblée. Donc même si ça passe pas cette fois-ci, ça passera la fois d'après. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe, maintenant? C'est que si, en tout cas jusqu'à présent, si vous aviez un bien immobilier plutôt de type locatif, eh bien, il y a là, vous payez une plus-value, enfin un impôt sur la plus-value. Donc finalement, ils vont se dire: «Oui, mais du coup, on va faire toujours pareil. Avant, il y avait un cas particulier résidence principale, on l'enlève et puis donc on va glisser vers le régime normal de la plus-value de cession immobilière pour un particulier». Et là, du coup, il faut quand même que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quand vous êtes un professionnel ou quand c'est pour un bien à louer, ce qui va se passer, c'est que donc entre votre prix d'achat et votre prix de vente, quelle que soit la durée de détention, quelque part, vous allez payer. Si vous faites une plus-value, vous allez payer d'impôts. Et plus vous allez détenir le bien longtemps, moins vous allez payer d'impôts. Donc il va y avoir une dégressivité. Là, on voit que le système qui est mis en place dans le projet de loi de finances 2026, pour l'instant, c'est plutôt de dire, OK, jusqu'à présent, on ne définissait pas une durée de détention minimale du bien. On disait même à la limite, vous y vivez que 2 mois, eh ben, vous pouviez bénéficier de l'exonération. C'est ce qui a entraîné finalement, cette réflexion sur cet amendement et cette évolution de la loi fiscale qui est de dire: «Oui, mais du coup, en fait, c'était, des gens qui faisaient de la spéculation sur l'immobilier et cetera». Apparemment, il y a eu un cas ou un certain nombre de cas dans le Pays basque français, qui ont fait, un petit peu remonter tout ça à Paris et ils ont fait d'un cas, spécifique une règle générale. Ça, c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est quand même n'importe quoi. Bref, toujours est-il que donc pour l'instant, en gros, si vous détenez votre bien, si vous l'avez détenu moins de 5 ans au moment où vous revendez, vous allez être imposé sur la plus-value que vous allez potentiellement réaliser. Alors imposé de combien? Bah, comme toujours, comme dans la règle générale, vous avez 17 non 19 d'impôt sur le revenu et vous avez, 17,2 de type, impôts sociaux. Donc ce qui fait qu'à la fin, vous êtes à 36 globalement de, votre plus-value qui va partir à l'État, donc un gros tiers. Mais ensuite, si la plus-value est importante, si elle dépasse 50 000 €, vous avez des bonus. Bah oui, parce que sinon pourquoi s'en priver? Là aussi, hein, c'est formidable. Donc des petits bonus de 2 et cetera. Donc concrètement, ce que vous devez retenir, c'est que votre impôt sur la plus-value sera compris entre 36 et 45. Donc on est quasiment à prendre en gros la moitié du gain. Et
là, on peut vraiment se poser la question aussi de la pérennité de la chose, puisque donc pour l'instant, c'est sur les 5 premières années, c'est ce qu'il y a dans le PLF 2026, mais ils disent: «Oui, OK, par contre, si vous l'avez détenu plus de 5 ans, vous êtes toujours exonéré». On sent bien le glissement. C'est-à-dire que là, on est en train de se mettre en correspondance avec, le statut, classique de la plus-value immobilière. Donc je peux vous garantir que pour le projet de loi de finances 2027, ils vont faire sauter l'exonération au bout de 5 ans et ils vont partir dans le régime général, c'est-à-dire tout le monde pareil. Donc on commence à 36 d'imposition la première année et puis, après avec des bonus s'il y a beaucoup d'argent, en termes de plus-value et puis après, bah, ça va descendre, ça va être dégressif et en France, il faut attendre 22 ans de possession d'un bien pour que ces impôts, en fait, soient à zéro. Donc si vous possédez votre bien depuis 25 ans, vous ne payez pas d'impôt sur la plus-value. Mais si vous l'avez possédé depuis 21 ans, vous en payez. Alors moins évidemment qu'au tout début, mais quand même. Et donc faites très attention parce que on voit la pente. Et donc le problème, c'est que quand on se lance dans un projet d'achat-revente de résidence principale, c'est un projet qui dure des années. Parce qu'en vrai, entre le moment où vous trouvez le bien, le moment où vous l'achetez, le moment où vous le rénovez, le revendez, etc., enfin, faut pas croire que ça se fait en 3 mois, hein. Donc, aujourd'hui, si vous posez la question de ça, en réalité, vous êtes déjà en train de prendre une décision de revente 2027 au plus tôt. Ça veut dire que c'est vraiment ça qui va pouvoir, falloir mettre, dans votre calcul, que vous allez vous faire prendre, donc en fonction du montant de la plus-value, entre 36 et 45. Alors, moi, je suis vraiment, assez fâché, en fait, contre cette loi parce que elle est hors sol et fondamentalement, je pense que ça va, en grande partie, tuer encore de la rénovation. Notamment de la rénovation énergétique. Parce que si vous dites: «Aujourd'hui, mon bien, il vaut X. Si je le rénove, j'installe des pompes à chaleur, je l'isole», je sais pas quoi, ça correspond aussi à toutes les vidéos que j'ai fait récemment sur cette chaîne. Oui, bah, du coup, il va prendre de la valeur. Ah oui, très bien. Mais donc du coup, sur cette valeur, bah, potentiellement, la moitié va repartir en impôts. Donc, à quoi bon investir, en fait? Et l'autre aspect, pourquoi s'embêter? Et un autre point, c'est qu'il ne faut pas oublier que dedans, il y a un sujet d'inflation. Si aujourd'hui vous achetez votre bien 200 000 €, par exemple, et même à la limite vous faites aucun travaux, vous le revendez 10 ans plus tard, avec les jeux, de l'évolution, de l'immobilier et cetera, peut-être qu'il va être vendu 240 000. Sauf qu'entre-temps, sur la période des 10 ans, s'il y a eu 20 d'inflation, bah, en fait, votre bien, il a en valeur d'achat, quelque part en pouvoir d'achat, il a exactement le même c'est la même somme. C'est-à-dire si vous prenez les 200 000 de point de départ, vous rajoutez 20 d'inflation, vous êtes à 240. Sauf que là, bah, vous l'avez acheté 200, vous le revendez 240, il y a 40 de différence, donc c'est une plus-value de 40 000 €. Donc vous allez être taxé à 36 dessus. Vous voyez un peu l'effet pervers? C'est-à-dire qu'ils vont se servir de l'inflation pour vous imposer derrière, alors que, en définitive, la valeur de votre bien, elle est constante, en euros constants, on va dire. Donc ça, c'est quand même particulièrement pervers. Alors, on peut imaginer que peut-être ils mettront en place des systèmes de compensation, d'indexation, et cetera, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on parle que de la valeur faciale, en euros. Et donc, moi, je pense que ça va vraiment avoir un impact très négatif. Je pense que c'est pour ça aussi qu'au niveau du gouvernement, ils sont pas chauds par rapport à cette proposition, parce que, encore une fois, ça vous incite pas à faire votre rénovation énergétique, hein, clairement pas, hein. Parce que si en plus vous allez, le peu que vous allez gagner, vous allez vous faire prendre, entre un tiers et la moitié, franchement, bah, pourquoi s'embêter? Et donc ensuite, ils disent: «Oui, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de spéculation, de particuliers et tout». Bon, en vrai, moi je le vois, par rapport à, bah, vous le savez, hein, en tant que professionnel ou par rapport à tous les réseaux dans lesquels je suis, les gens qui font ça, les particuliers qui font de l'achat-revente, déjà, ils sont pas très, très nombreux. Et je peux vous dire que c'est pas la moitié d'un fainéant, hein, parce que, encore une fois, je pen dans l'extrême majorité des cas, ils vont faire les travaux eux-mêmes. Donc finalement, c'est presque un choix de vie. C'est de se dire: «Bah, moi, je vais mettre ma vie en pause pendant 2 ans, je vais faire une grosse rénovation, je vais y consacrer, 70 heures par semaine, ou je vais faire ça à côté de mon boulot, vraiment, mais parce qu'il y avait un gain intéressant». Par contre, si on me prend la moitié, bah, juste, je le ferai plus. Je le ferai plus, donc ça veut dire que, j'aurais pas la capacité à faire les premiers pas qui vont me permettre d'accumuler peut-être 50 000, 100 000 €, voire plus, qui vont après faire effet boule de neige en investissant dans autre chose, dans un autre bien, je sais pas, n'importe quoi, dans les marchés financiers, dans du private credit, private equity et cetera. Donc là, en fait, c'est une manière encore de laisser les gens, de les empêcher de s'envoler, d'un point de vue, financier, donc je trouve que c'est quand même extrêmement extrêmement dommageable. Et puis en vrai, je pense que ça va récupérer que dalle parce que du coup, bah, personne va le faire. Et les personnes qui ont vraiment envie de le faire, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut le faire en mode professionnel, en mode marchand de biens, en définitive. Et là, vous allez réussir à faire un fine tuning en termes d'imposition pour éventuellement, en payer, à peu près pas, quoi. Donc en fait, c'est ridicule. C'est-à-dire qu'en gros, ils obligent à professionnaliser
cette activité qui était la seule qui permettait à un particulier de pas enfin, une des seules qui permettait de passer des premières étapes, pour peu qu'on se retroussait vraiment les manches, en termes de travail. Voilà, donc je trouve que c'est dommage parce que si on prend un exemple concret, vous achetez un bien, par exemple, à 300 000 €. Vous le revendez, je sais pas, 2 ans plus tard à 450 000 €. Entre-temps, vous avez, injecté 50 000 € de matériaux, outillage, équipement, aménagement et cetera. Vous arrivez à valoriser en termes de facture. Donc ils vont vous dire: «OK, vous avez acheté 300 plus, hem, 50 000, on va dire, que vous avez injecté, dedans, sur lequel il y a des vraies factures qui sont vraies». Alors on verra qu'est-ce qu'ils compteront dedans, hein. Ils risquent de pas tout compter, hein, ça c'est à peu près sûr, hein. C'est un canapé comptera pas. Mais un aménagement extérieur, des gros travaux lourds, pourquoi pas? Et donc vous revendez 450, donc vous avez une plus-value théorique de 100 000, et puis donc du coup, bah, vous aurez globalement 40 qui vont partir. Ouais, vous avez passé 2 ans de votre vie à rénover, une ruine. Ben, je suis pas sûr que vous le faites, quoi. Parce qu'il vous reste 60 000, pour peu que tout se passe bien. La prise de risque au point de départ, elle est quand même extrêmement considérable. Donc, je trouve que voilà, c'est encore une fois, c'est, une décision, moi je le trouve débile, hein, mais dites-moi en commentaire, hein, si vous pensez que c'est de la justice sociale ou c'est bien, hein, de faire ça et cetera, bah, pourquoi pas? Ce serait intéressant de voir les arguments, qu'on pourrait, éventuellement trouver parce que peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y a des vrais arguments, que vous avez à donner. Je serais vraiment très, très curieux de les lire en commentaire et puis peut-être entre abonnés, entre, personnes qui commentent cette vidéo aussi, ça peut-être qu'il pourrait y avoir des discussions intéressantes et peut-être que ça nous aiderait à comprendre aussi, ce qui s'est passé là-dedans. Mais, pour moi, ça veut dire que les biens dégradés vont être encore plus difficiles quelque part à emmener vers de la rénovation, sauf si on le fait vraiment en mode professionnel. Voilà. Est-ce qu'il y a des lobbies de la Fédération française du bâtiment ou d'autres qui étaient derrière? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est plutôt, des politiques qui se sont fait interpeller, par des gens qui disaient: «Oui, mais, l'immobilier dans mon coin, il monte trop». C'est comme les histoires d'aménagements fiscaux sur le LMNP, là, sur les meublés non professionnels. J'ai l'impression que c'est ça, mais sauf que là, on résout rien. C'est-à-dire que, OK, peut-être qu'il y a certaines zones où l'immobilier, il monte très vite parce qu'il y a des gens qui spéculent. Ouais, très bien, mais alors c'est quoi? C'est le bassin d'Arcachon? C'est, Saint-Jean-de-Luz? C'est enfin et dans tout le reste de la France, c'est pas comme ça. Dans tout le reste de la France, c'est juste des gens qui se disent: «Bah, tiens, c'est une manière, de faire un projet quelque part, sur lequel j'ai quand même payé» enfin, quelque part dans la transaction, il y a 2 fois des droits de mutation qui sont passés, donc l'État a déjà pris 2 fois 8,5. Enfin, l'État et les collectivités et tout le monde, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est extrêmement dommage et à mon avis, si en perdant la moitié de la rentabilité, bah, on va pas on va vraiment, décourager beaucoup de gens et encore une fois, si même pour le cas particulier, vous dites: «À la limite, moi, j'avais pas prévu de faire ça ou j'avais prévu de faire des travaux, par des entreprises et tout», mais comme je vous dis, hein, n'oubliez pas l'inflation. Parce que derrière, même si vous dites: «Bah, moi, j'ai acheté 200, j'ai mis, je sais pas, 50 000, mais c'est tout du travaux, puis elle vaut 270 ou 280. Grâce à ça, j'ai «gagné» entre guillemets, 30 000 € par exemple, beh, ça dépend de la durée de détention et de l'inflation entre les 2. Par contre, l'État va calculer que vous avez gagné 30 000 et va vous imposer un tiers dessus, hein, ça enfin 36 minimum. Ça, c'est sûr. Donc voilà, on est encore à un truc où, bon, on se fait tout en prendre et là, c'est encore un cas, c'est un peu comme la taxe Zuckman. C'est-à-dire que là, on est de nouveau sur quelque chose, sur une valeur fictive. Parce que quelque part, entre le prix que vous allez vendre, le prix que vous avez acheté, si on ne tient pas compte de l'inflation entre les 2, en fait, il y a pas eu véritablement de hausse. J'en parle, ma résidence principale, je l'ai citée dans une autre, vidéo, hein. Entre là, je pense la revendre bientôt et entre le prix qu'elle vaut aujourd'hui sur le marché et le prix que je l'ai payé, en fait, je suis même perdant, si on tient compte de l'inflation. Par contre, d'un point de vue purement financier, on pourrait dire: «Ah bah, du coup, il y a eu un gain» et du coup, je risque d'être imposé dessus. Alors là, en l'occurrence, je la détiens depuis longtemps, donc la question se posera pas trop. Mais enfin, c'est quelque chose, je pense que c'est une mauvaise pente de faire ça et ça va inciter les gens à rester encore plus longtemps dans leurs biens, donc à avoir encore moins de rotation et ça, c'est vraiment pas bien parce que, un des problèmes du logement en France, c'est aussi que, bah, on a une population de seniors très importante. Et qui vit dans des logements qui vivent souvent tout seuls ou à 2 dans des logements énormes qui seraient plus adaptés à des familles. Et les familles n'arrivent pas à se loger derrière. Et ce serait quand même mieux si, on les incitait plutôt à vendre, plutôt que de leur mettre des bâtons fiscaux derrière, si on les incitait à vendre pour que du coup il y ait un renouvellement
de la population dans ce bâtiment-là et que, voilà, à un moment donné, ils étaient peut-être un couple, ils avaient peut-être 2 enfants, 3 enfants, 5 enfants, j'en sais rien. Les enfants sont partis, au bout d'un moment, c'est trop grand, bah, c'est bien à la limite de revendre et puis, de laisser une nouvelle famille s'installer dans quelque chose qui sera plus adapté et chacun part finalement dans un lieu qui est plus adapté à ces nouvelles conditions de vie. Et bah, là, je pense que ça va vraiment freiner. Parce qu'entre les droits de mutation à 8,5 et qui sont même en train de monter à 9 hein, globalement, entre, donc tous les frais qui sont annexes, hein, bancaires et cetera lors des transactions, plus maintenant l'État qui vient prendre, entre un tiers et la moitié globalement, hein, si je fais court, du gain que vous pourriez avoir dans l'intervalle, bah, ça commence à devenir compliqué, quoi. Je veux dire là, vous dites: «Bah, moi, je vais rester là où je suis» et donc du coup, la crise du logement, c'est l'inverse, en fait. À chaque fois, en fait, qu'ils sortent mais dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'ils sortent un truc, chaque fois qu'ils veulent légiférer sur la question du logement, c'est pire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils vont le problème de base, on le connaît, c'est que c'est difficile de se loger en France et là, je suis complètement d'accord avec le constat. Par contre, ce qu'ils mettent en face pour le résoudre, mais c'est systématiquement pire, en fait. C'est ridicule, c'est-à-dire, c'est comme les lois anti-squat et toutes ces choses-là, en fait, qui avancent pas et qui fait qu'à un moment donné, on se dit: «Bah, il y a plein de gens qui ont des logements vides juste parce qu'ils disent: "J'ai pas envie de prendre le risque"». Et puis ou parce qu'il y a une fiscalité compliquée ou et cetera, ou je vais attendre que ça prenne de la valeur et bon bref. Bon voilà maintenant, ils attendront plus 10 ans que ça prenne de la valeur, ils vont attendre 22 ans que ça prenne de la valeur et le logement, il va rester 22 ans vide. Potentiellement, jusqu'à temps qu'il y ait plus, plein d'impôts à payer dessus. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée, mais dites-moi en commentaire si vous êtes en phase ou si vous avez, d'autres arguments, je suis vraiment intéressé de les connaître. Je me permets juste pour clôturer cette vidéo de quand même dire qu'effectivement, il y aura quelques cas particuliers qui vont, permettre de quand même céder sa résidence principale sans être, taxé sur la plus-value. C'est quand, il y a des raisons personnelles, quoi. Par exemple, une mutation professionnelle, un divorce, une entrée en EHPAD, voilà, il y a quelques cas particuliers qui vont être décrits dans la loi de manière exhaustive, enfin de manière exhaustive plutôt, et ce sera des cas exhaustifs, qui vont, permettre, éventuellement. Moi, ce que je vois là derrière, c'est qu'on est nous en train de créer une usine à gaz, parce que comment est-ce qu'on va dire: «Oui, mais est-ce que c'est vraiment une mutation professionnelle? Mais on se déplace de, 40 kilomètres, est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il aurait pas pu le faire depuis son lieu de vie?» et cetera. Enfin bon, pour moi, là, ça va créer encore, des conflits dans les tribunaux à plus finir. Parce qu'effectivement, si vous êtes à un endroit X et que vous revendez votre maison, vous faites une enfin votre bien, vous faites une plus-value pour vous déplacer de 30 kilomètres, est-ce que c'est une mutation professionnelle 30 kilomètres? Ou est-ce que vous auriez pas pu faire l'aller-retour chaque jour en transport en commun ou en voiture? Et donc peut-être qu'après vous allez vous faire aligner quand même parce qu'ils vont définir que, je sais pas, si vous faites pas au moins 150 kilomètres entre vos 2 lieux de vie, ça compte pas. Et si je sais pas, si vous avez des changements dans votre vie, vous avez besoin de plus grand ou de plus petit, comment est-ce qu'ils vont prendre en compte, en fait, tout ça? Donc soit ils vont faire une liste méga longue de critères et ça va être extrêmement compliqué et que quand même une fois sur 2, ce sera au doigt mouillé et soit, bah, juste ils vont pas y arriver. Et donc on est nouveau en train de créer quelque chose, une usine à gaz, franchement, sur lequel on sait très bien qu'à la fin ça va pas marcher, il y aura des litiges à plus finir et il y aura plein de gens surtout qui diront: «Bah, moi, je rentre dans le cas où, je suis exonéré», puis finalement: «Ah ouais, mais en fait, on considère que vous êtes pas déplacé d'asset de kilomètres» ou «Oui, vous avez un enfant de plus, mais bon, vous auriez pu le caser quand même» et cetera. Et et à la fin, eh ben vous tapez quand même, l'impôt sur la plus-value, ce que vous aviez pas forcément prévu et qui fait déjà pas plaisir pour commencer et puis, et on est nouveau en train de remettre, en cause finalement un acquis. C'est quelque chose qui existait depuis, et alors peut-être qu'effectivement la durée de détention était un peu floue, c'est vrai. Il y a peut-être eu des abus, c'est vrai. Mais maintenant par rapport à le 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 niveau d'ennui que ça va provoquer pour le nombre de personnes, et puis pour le parc, d'habitation de manière générale par rapport à ce que ça va rapporter à l'État, mais c'est peanuts quoi. C'est comme l'histoire de la taxe sur les super yachts quoi, qui a rapporté que dalle au final parce qu'ils ont juste ils sont allés les déplacer. Et en tout cas moi ce qui me concerne, pour moi maintenant c'est absolument certain. J'ai dit: «Je vais revendre ma résidence principale», donc je sais toujours pas si je vais louer ou acheter, ça dépendra des dans le lieu où je vais, il vaudrait mieux louer. Maintenant, si je trouve un bien en mauvais état à retaper, peut-être que ça vaut le coup d'acheter. Par contre, si j'achète, j'achèterai en société et je me louerai mon bien à moi-même. Parce que j'ai pas envie de me taper, derrière, un impôt à 45 potentiellement, dans 5 ans ou 10 ans, si j'ai envie de quitter le lieu. Ça a pas de sens, en fait, à un moment donné, il faut arrêter comme ça de faire, sans arrêt de prendre tout à tout le monde, quoi. Enfin, je pense qu'on atteint un peu les limites du système et ça va créer encore, plein de complexités administratives, encore une fois, pour des revenus qui ressemblent à rien. Voilà. En tout cas, je voulais revenir sur cette information parce que, elle me semble fondamentale et encore une fois,
même si dans le projet de loi de finances 2026, au final, elle devait être évincée par le gouvernement, et cetera et donc ils disent: «OK, les députés, ils ont voté ça, mais nous, on n'est pas d'accord» ou au Sénat ou je sais pas quoi. Ce qui est sûr, c'est que c'est la trajectoire et que dans ces projets-là, je vous disais, on est souvent sur des périodes de 2 ans. Entre le moment où on se dit: «Je vais acheter» ou «Je cherche activement» et le moment où j'aurais acheté, j'aurais rénové et je revends et j'arrive à vraiment revendre, il y a au moins 2 ans qui passent. Donc on est déjà en 2027 et je suis franchement, je suis à peu près certain qu'en 2027, non seulement ce sera passé, mais qu'en plus ils auraient appliqué le barème général, de l'imposition des plus-values immobilières, c'est-à-dire juste une dégressivité en fonction de la durée des tensions jusqu'à 22 ans et que donc dans toute la période entre 0 et 22, vous payez des impôts. Alors qu'avant, là, il y a encore en 2025, bah, vous en payez pas sur ça. Donc si vous voulez, continuer à être tenu informé sur ce genre de choses-là et cetera et puis voir un petit peu quelles sont les stratégies qui peuvent être appliquées, bah, hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et puis à regarder les autres contenus. J'en ai fait beaucoup, hein, sur, des stratégies notamment immobilières possibles, sur l'amélioration aussi, de son logement, sans dépenser, des sommes folles, en optimisant les questions des PE. Là, je trouve que ça prend encore plus son sens parce que, si on est imposé sur la plus-value, ça sert vraiment à rien d'aller chercher une énorme plus-value. Voilà. Ou alors il faut qu'elle soit très facile, ou alors il faut que ce soit dû à une durée de détention très longue, mais encore une fois, attention à l'inflation qui vient quelque part, bah, donner des chiffres qui sont pas ceux de la réalité du pouvoir d'achat.